Ok. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Renaud Durand et je suis responsable chez NXO d'une alliance avec Nokia. Je serai accompagné aujourd'hui par Jean-Yves Droval, consultant chez Bonjour. NXO, et Nicolas Taburet, consultant chez Nokia, pour aborder le thème de Bonjour. l'investissement dans un lien DCI pour interconnecter des data centers et montrer la pertinence de cet investissement en comparaison de la délégation de la maîtrise de cette interconnexion sous forme de service opéré à, par exemple, un prestataire global de service. Alors, premièrement, que signifie DCI? DCI, c'est une abréviation d'un terme anglais qui veut dire Data Center Interconnexion et qui veut dire en français infrastructure d'interconnexion de centres de données. Alors jusqu'à présent, ces liens optiques privés étaient très populaires chez les OIV et par exemple les acteurs de la banque assurance pour la capacité de ces liens optiques privés à répondre à des enjeux de sécurité et de contrôle que l'on retrouve dans le cadre de la mise en place de plans de continuité d'activité ou de reprise d'activité. Parce que deux exigences primordiales sont respectées, une perte de données infime et une reprise d'activité en quasi temps réel dans le cadre de la réplication et de la sauvegarde des données. Alors, le but de ce webinaire va être de montrer pourquoi et comment la construction d'un lien d'interconnexion data center privé est également une bonne réponse pour d'autres entreprises, toute entreprise qui essaye de s'appuyer sur les ressources dans le cloud pour mener sa politique IT. Alors, on va voir qu'un bon nombre d'entreprises sont concernées par ce cas et je vais passer tout de suite à l'agenda. Nicolas, si tu peux. Oui, c'est bon, je dois être à l'agenda là. Alors, en termes d'agenda, euh, nous nous attacherons dans un premier temps à présenter quelques grandes caractéristiques du modèle Cloud IT et voir comment les exigences de ce modèle transforment les impératifs auxquels doivent répondre ces interconnexions de data centers et mettre en avant le caractère prépondérant de ce lien d'interconnexion DCI. Dans un second temps, nous reviendrons sur les caractéristiques des composants de ces liens privés optiques DCI et les avantages qui permettent de répondre aux impératifs d'un modèle Cloud IT. Dans un troisième temps, nous présenterons une étude de cas qui permettra de comparer le coût de la construction et l'exploitation de ce lien DCI privé avec les redevances récurrentes d'un lien opéré. Et enfin, dans une dernière partie, nous proposerons des recommandations pour mettre en valeur les cas où la construction de ce lien DCI privé est intéressante. Nous insisterons également sur des critères à prendre en compte, que ce soit dans le choix des équipements des WDM, dans le choix des intégrateurs qui complètent et qui peuvent compléter les ressources d'une entreprise qui a décidé d'aller dans cet investissement dans un lien privé et qui veut minimiser les risques. Alors, Nicolas, si on peut passer Au constat. au slide suivant, tout à fait. Alors, vous allez voir, pour nous, il était difficile de contourner un rappel de l'actualité avec l'impact immédiat de la pandémie Covid sur les réseaux. Dans cette illustration, vous avez ici un instantané du trafic sur les réseaux lors de la première semaine de confinement en Europe, quels que soient les réseaux. Hein. Et vous pouvez constater que, par exemple, pour des applications comme Skype, Zoom ou WhatsApp, le trafic a augmenté de 3 à 6 fois en une semaine. Et de manière générale, au cours des 6 à 10 mois qui ont suivi ce premier confinement, eh bien, de nombreuses entreprises ont dû s'adapter et réviser leur approche, leur mode de fonctionnement avec le cloud, l'interconnexion des centres de données et la connectivité des campus. Parce que pour eux, il n'était pas simplement uniquement question de modifier les capacités des réseaux d'interconnexion, mais aussi de revoir la façon dont elles pouvaient se connecter à la fois à leurs clients, à leurs collaborateurs, à d'autres acteurs de leur écosystème, de leur chaîne de valeur. Et une bonne partie des données et des applications utilisées sont localisées dans des centres de données de cloud privé ou de cloud public. Les tendances que l'on vit depuis le début de la pandémie, elles se maintiendront dans un avenir à court terme.
Et donc, il est nécessaire pour les entreprises de voir comment nous pouvons examiner ces besoins en matière de centres de données et voir quelle est la meilleure façon de se connecter à ces centres de données. Donc voilà, donc tout le débat va être de savoir, mode service opéré ou lien optique privé, quelle va être la meilleure façon de se connecter à ces data centers. Nicolas? Alors, vous avez ici un rappel de la mission historique des liens privés d'interconnexion data center. Et comme je le disais tout à l'heure, la mission essentielle était de pouvoir maîtriser à travers ce lien, assurer une réplication synchrone des données en vue de la continuité des activités, notamment dans le cadre de reprise après sinistre. Alors, généralement, dans le cadre de ces PCA ou PRA, de nombreuses sommes d'argent sont investies et le lien DCI doit protéger ces investissements. Et il va le faire à travers les contraintes de performance, intégrité, sécurité, conformité, et on va revenir tout à l'heure sur les caractéristiques des liens optiques, qui permettent justement de pouvoir assurer ces objectifs à la fois de reprise d'activité quasi instantanée ou de perte de données quasi nulle. Alors, néanmoins, et on va passer au slide suivant, Nicolas, ce ne sont plus les seules entreprises aujourd'hui à considérer ces connexions inter-data center comme critiques. Et de nombreuses entreprises aujourd'hui qui se lancent dans l'hyperconvergence voient également un intérêt à se pencher sur ce type de lien. Alors, c'est le thème de l'hyperconvergence qui permet d'appréhender l'IT d'une nouvelle façon. Alors, quelles seront les grandes caractéristiques de ce modèle? À travers le cloud IT et l'hyperconvergence, on sera en mesure d'assurer une puissance de calcul et un stockage évolutif en allant mobiliser des ressources dans différents data centers et différents clouds. On sera capable de le faire de façon flexible et agile et notamment avec un faible coût lorsqu'on ira chercher ces données et ces applications souvent critiques dans des clouds publics. Et c'est pour ça que dans ce modèle Cloud IT, ce que l'on verra souvent, on va être schématique, c'est d'une part l'utilisation par les entreprises de cloud privés où nous stockons les données et applications critiques, et d'autre part des clouds publics ou hybrides où nous pourrons accéder de manière rapide et à faible coût à ces données et applications non critiques. Ceci étant, il s'agira toujours d'interconnecter ces différents clouds et ce sera le rôle de ce lien data center interconnexion que pour l'occasion, on pourra rebaptiser Cloud DCI. Alors, Nicolas, si tu peux passer au slide suivant. Les données et les applications sont toujours accessibles à un coût compétitif. Si elles sont accessibles à un coût compétitif, c'est grâce au développement de la virtualisation et de l'orchestration des données au sein des data centers, au sein de fabriques qui communiquent souvent en gigabit Ethernet, et aussi grâce au progrès des technologies de sauvegarde de données, on est passé des mémoires flash au stockage SSD, au software defined storage aujourd'hui. Toutes ces fonctionnalités se caractérisent par des flux d'échanges beaucoup plus importants entre les data centers lorsque les ressources sont évidemment localisées à plusieurs endroits et réparties sur plusieurs data centers. Et donc, on constate que l'accélération de la virtualisation et de l'allocation dynamique des ressources au sein des data centers et entre les data centers vont expliquer une augmentation de bande passante et que cette augmentation de bande passante, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, elle est vraiment constante depuis 5 ans. Et comme nous l'avons vu avec la pandémie, il faut aussi faire face à des à-coups dans cette augmentation de besoins en bande passante.
Voilà. Et moi, je rajouterais effectivement que nous, d'un point de vue comme constructeur, hein, côté Nokia, ce qu'on voit, c'est qu'on avait essentiellement des demandes 10 gigabits Ethernet à transporter entre liens data center. Et aujourd'hui, cette évolution, on voit une migration vers des interfaces à 100 gigabits Ethernet qui commence à devenir en fait la norme. Et on commence même à avoir des premières demandes d'interconnexion de data center avec du 400 gigabits Ethernet. Voilà. Donc on voit vraiment cette évolution de croissance en fait qui est là en fait chaque année et qui augmente chaque année. Merci Nicolas. Et donc pour passer alors pour introduire un petit peu ces impératifs pour les DCI, on a vu que infrastructure cloud privé, cloud hybride, interconnexion de data center, tout ça pour mettre en œuvre un système qui soit robuste et compliant. Eh bien, le degré de robustesse de l'ensemble de ces composants ne vaudra que par la robustesse du maillon le plus faible. Et donc, notre intérêt sera de faire en sorte que ce lien DCI soit robuste de façon à assurer une performance globale. Et donc, cette interconnexion DCI, on va faire en sorte qu'elle réponde à 5 impératifs. Ces 5 impératifs, Nicolas et Jean-Yves vont nous aider Oui, à alors les expliquer. on va expliquer. Alors le premier impératif, bien entendu, c'est l'évolutivité. D'accord? Quand vous commencez à investir sur un lien data center optique privé, l'objectif c'est pas de remettre en fait tous les équipements à la poubelle l'année suivante. Hein. C'est de pouvoir en fait continuer avec l'infrastructure qui est en place à augmenter en fait augmenter la capacité pour augmenter toujours la croissance. Et ça, on verra comment on peut y répondre. Ensuite, il y a bien entendu tout ce qui est aspect performance, et là Jean-Yves va vous en parler un peu plus. Oui, effectivement, Nicolas, une infrastructure DCI, elle se doit de garantir. Elle se doit de garantir l'intégrité des données qui vont être transportées entre les différents data centers. Elle va devoir également garantir la disponibilité permanente de ce service de transport entre data centers. Et également, elle doit être garante de la bonne santé de l'infrastructure DCI. Et pour ce faire, il est important d'avoir des outils qui vont assurer aux exploitants une visibilité sur le niveau, l'état de santé de cette infrastructure. Voilà, et après le troisième point que je voulais rajouter, c'est le point de vue en fait sécurité. C'est-à-dire le fait de s'approprier en fait les équipements, s'approprier en fait le réseau d'interconnexion des data centers, c'est le premier pas vers une sécurité parce que vous maîtrisez l'infrastructure, vous maîtrisez en fait les droits d'accès aux équipements en fait qui vont être au-dessus de la fibre. Mais il faut faire attention parce que c'est pas suffisant. Alors pourquoi c'est pas suffisant? Parce que par définition, pour interconnecter deux data centers, on passe forcément à un moment donné sur la voie publique. Et la voie publique est potentiellement un lien à risque, et il faut sécuriser en fait ce lien. Et on verra ensemble comment comment on peut sécuriser en fait ces liens-là. Voilà. Maintenant, la flexibilité. Nicolas a évoqué tout à l'heure les capacités d'évolutivité de la solution technique. Et il est important, pour pouvoir répondre à ces besoins, de fournir, concernant cette adaptabilité technique, ça va se faire au travers d'un catalogue de services qui va permettre de contractualiser en fait ces différentes évolutions au cours de la vie du projet. Et puis ensuite le coût. La mise en œuvre d'une infrastructure DCI, c'est un investissement pour l'entreprise. Et cette infrastructure, elle se doit donc d'être bien étudiée dès l'origine du projet. Les évolutions futures doivent être déjà, j'allais dire presque anticipées, à minimum évaluées. Ceci afin que ces investissements tout au long du projet, de la durée de vie du projet, se fassent à moindre coût, à coût optimisé.
Voilà, donc si on s'intéresse un petit peu plus à l'évolutivité, comment on peut répondre en fait à cette première exigence pour l'interconnexion des data centers, traditionnellement, pour interconnecter deux data centers, on a besoin d'une fibre noire. D'accord, on a besoin d'une paire de fibres pour relier ces data centers. Le problème, c'est que si on connecte directement les switches dessus, on est incapable après d'aller augmenter en fait la capacité d'aller activer des nouveaux services, à moins de louer une nouvelle paire de fibres noires. Et donc là, c'est pas très rentable comme scénario. La solution qui va être mise en œuvre, c'est une solution en fait très, on va dire basique, hein, qui est très mature aujourd'hui, c'est la technologie WDM. La technologie WDM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de mettre pour chaque service une longueur d'onde dédiée, et on va être capable en fait de regrouper toutes ces longueurs d'onde sur une même paire de fibres optiques. Et l'avantage, c'est que chacune de ces longueurs d'onde-là, donc on va pouvoir avoir des longueurs d'onde à différents niveaux de débit, hein, du 10 gigas jusqu'à aujourd'hui du 400, voire même du 600, on parle maintenant aussi du 800 gigas, et toujours à des débits garantis. D'accord, hein, c'est-à-dire que si vous transportez un 10 gigas, c'est un 10 gigas vraiment à débit garanti. Et nous, côté Nokia, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en fait des nouvelles gammes de produits de type en fait pizza box, où pour chaque longueur d'onde, on va rajouter une pizza box qui va être très simple à configurer, très simple à installer et à mettre en place. Et si vous souhaitez en fait tout simplement augmenter votre capacité et faire évoluer en fait votre réseau, vous allez tout simplement en fait rajouter sur cette pizza box soit des modules SFP pour rajouter des services complémentaires, pour toujours en fait remplir au maximum en fait cette longueur d'onde. Et si cette longueur d'onde est remplie, à ce moment-là, on va rajouter une nouvelle pizza box et ainsi de suite jusqu'on peut aller maintenant jusqu'à 96 longueurs d'onde. Donc vous imaginez en fait les débits qui peuvent être être transportés sur une seule paire de fibres optiques entre deux data centers. Voilà. Et le gros avantage, c'est que ça permet en fait de ne pas remettre en cause votre investissement initial qui est l'allocation de la fibre noire et également les équipements actifs de l'autre côté. Hop, j'ai cliqué 2 fois, pardon. Dès l'entame des premières réflexions autour de la mise en œuvre d'un projet DCI, parce que ces technologies sont parfois encore méconnues ou mal maîtrisées pour certains, au sein de l'entreprise, on voit apparaître les administrateurs de tout ce qui est environnement de stockage, sauvegarde, etc., qui vont être souvent les premiers à manifester quelques exigences techniques par rapport à la mise en œuvre d'un tel projet, et à juste titre. Et il y a peut-être un chiffre qui retiendra votre attention lors de ces échanges, c'est les fameuses 5 millisecondes, qui sont très souvent, j'allais dire, le seuil de tolérance, entre guillemets, des administrateurs SAN, ou stockage sauvegarde. Cet indicateur, en fait, c'est la latence. La latence, c'est-à-dire le temps d'acheminement des données depuis un data center jusqu'au data center distant, donc au travers de l'infrastructure DCI, fibre noire plus composants actifs aux deux extrémités. Avec la technologie DCI, en fait, qui est basée sur la technologie optique de bout en bout, et les mesures le prouvent, la latence, quand elle sera mesurée, en fait, elle sera très nettement inférieure à la milliseconde. Ça va être plutôt de l'ordre de quelques centaines de microsecondes. Donc, bien en deçà des exigences des administrateurs stockage sauvegarde. Et c'est très important de répondre à cette attente. Autre élément, autre facteur déterminant, la disponibilité de l'infrastructure. Il faut être conscient qu'une perte totale de communication entre deux data centers, même si cette perte de communication elle est de l'ordre de quelques secondes, 2-3 secondes, en fait, d'un point de vue production, elle peut avoir un impact bien plus conséquent. Il est possible que certaines applications, métiers, soient indisponibles jusqu'à 24 heures.
le temps de remise en œuvre de ces applications parce qu'il y a eu des pertes d'informations, des pertes de synchronisation entre les deux data centers. Et de ce fait, une infrastructure DCI, elle doit être parfaitement redondée, comme illustré un peu sur le schéma qui est à droite, c'est-à-dire une double liaison fibre optique, deux services de transport en fait, sans mode commun de défaillance. C'est vraiment essentiel pour garantir la réussite de votre projet. Autre élément important, la visibilité. Il est habituel, quand il y a un incident côté système, l'une des premières questions qui est soulevée est ça serait pas un problème réseau? Et bon, ça c'est pour l'anecdote. Et les exploitants d'une infrastructure réseau, infrastructure DCI, en fait, ils se doivent de disposer d'outils qui va leur permettre, sinon d'identifier le problème, au moins de dire non, le problème, il n'est pas lié à l'infrastructure DCI en elle-même. Le problème, il est peut-être côté data center, côté applicatif ou autre. Et quand je parle de périmètre réseau, je ne parle pas seulement de l'infrastructure active, des équipements d'extrémité, je parle également des liens fibre optique intersites. 90% des événements que l'on peut rencontrer, des incidents potentiels, en fait, par expérience, c'est lié aux fibres optiques et non pas aux infrastructures actives qui, elles, sont très fiables. Et il est donc important pour vous également, exploitant d'une telle infrastructure, de pouvoir détecter et même localiser. Alors, on connaît le classique coup de pelleteuse sur la liaison fibre, mais on dispose aujourd'hui d'outils qui vont bien au-delà, qui vont être capables de détecter des variations d'atténuation sur la liaison fibre, d'éventuellement détecter même des tentatives d'intrusion sur cette liaison fibre. Et quand je parle d'intrusion, je touche aux aspects sécurité de l'infrastructure. Et là, je repasse la main Voilà. à Alors c'est vrai Nicolas. que les aspects, les aspects sécurité, c'est vrai que c'est un aspect qui est primordial, hein, parce que pourquoi vous avez énormément d'informations qui transitent entre ces deux data centers, et généralement ce sont des informations qui sont sensibles. Alors, le premier point pour sécuriser, c'est posséder ces équipements en propre. D'accord? Posséder ces équipements en propre, ça veut dire que vous maîtrisez la politique de sécurité, la politique d'accès à ces équipements. Ah, ça, c'est le premier point. Mais comme je disais tout à l'heure en introduction, le problème, c'est que vous passez par de la voie publique, forcément, d'accord, avec d'autres fibres optiques. Et aujourd'hui, c'est très facile d'aller pirater de l'information sur une fibre optique. Alors ça peut paraître très surprenant, mais vous pouvez très bien en fait dans le commerce sur le web acheter un petit produit qui va vous couder légèrement en fait la fibre et d'aller extraire une partie infime du signal, mais cette partie infime du signal, elle va être réamplifiée et entièrement en fait après décodée. Et donc après on peut très bien pirater l'ensemble des informations qui transitent entre ces deux data centers. Ici, je vous ai donné quelques chiffres. Hein. On estime que chaque seconde, c'est à peu près 44 informations qui sont volées. Voilà, donc ce qui est assez énorme. Et sur ces informations en fait, qui sont volées, actuellement, il n'y en a seulement que 4% qui utilisent un chiffrage qui rendent en fait tout simplement les données totalement inexploitables. C'est-à-dire qu'il y a quand même 96% des données en fait qui sont volées et qui sont après piratées, utilisées à des fins malveillantes. Donc c'est très important, si vous transportez des données sensibles entre ces deux data centers, de chiffrer la solution. Voilà. Et donc nous, Nokia, actuellement, on a une solution de chiffrage qui est certifiée ANSI. Et cette certification ANSI, je précise, c'est pas uniquement de poser du chiffrement entre les deux boîtiers, mais il y a aussi tout un process en fait de validation en usine, d'inspection et ainsi de suite qui est en œuvre pour vous garantir la sécurité la plus optimale contre les intrusions.
Et après aussi, nous, dans notre solution globale Nokia, on a mis en place également des outils qui permettent en fait tout simplement de 1. Chiffrer les données, 2. Détecter l'intrusion, ça c'est quand même un point important, et troisième point, de localiser en fait cette intrusion. Donc c'est tout on va dire un package global qui permet en fait tout simplement de sécuriser le lien entre ces différents data centers, et ce qui est aujourd'hui en fait un enjeu primordial, étant donné la sévérité en fait des données qui transitent entre ces deux data centers. Nicolas avait évoqué plutôt l'évolutivité nécessaire d'une infrastructure DCI sur le plan technique. Et cela doit se traduire donc, contractuellement sous la forme d'un catalogue de services. Et le client va ainsi venir puiser dans ce catalogue de services qui est mis à disposition. Il va chercher des réponses à ses nouveaux besoins, des besoins qui sont en constante évolution. Ces besoins peuvent être d'ordre technique, strictement technique, donc ça peut être l'activation de nouveaux services, des services qui sont l'activation d'un nouveau lien Ethernet ou Fiber Channel ou autre entre les différents data centers. Ça peut être également des augmentations de débit liées à ces nouveaux services. Ça peut être sous la forme d'activation de nouvelles longueurs d'onde sur la fibre qui est mise à disposition. Ça peut être aussi, comme il a été évoqué tout de suite, la capacité à mettre en œuvre du chiffrement des données, l'encryption donc des données qui sont transportées. Ça, c'était pour les réponses techniques. Il peut y avoir également des réponses concernant l'organisation, l'organisationnel du projet, la gouvernance. Différents schémas sont envisageables. Une exploitation par les équipes propres du client, ou bien de la délégation de services, peut-être sur des plages horaires particulières ou sur certaines périodes, délégation de services auprès de, par exemple, l'intégrateur ou une société tierce. Dans ce catalogue service, on va également trouver des offres d'accompagnement. Accompagnement, ça veut dire bien sûr de la maintenance, mais bien au-delà, c'est la prise en compte de tout ce qui est changement de configuration, des changements qui peuvent être simples, donc avec une réactivité attendue vraiment très, très courte, et des changements peut-être très complexes qui peuvent demander une analyse préalable avant leur mise en œuvre. Enchaîner. Alors, Jean-Yves, une question pour toi. Un service d'interconnexion opéré, l'avantage, c'est qu'on a éventuellement des frais d'accès au service, mais surtout une redevance récurrente. Elle peut être mensuelle ou trimestrielle. Comment est-ce que dans le cadre d'un lien privé DCI, on va composer les coûts? Comment est-ce qu'on va les présenter? Voilà. Alors, si tu le permets, on va d'abord décomposer en fait les différentes briques qui constituent l'investissement d'un projet de telle nature. Alors, il y a d'abord l'infrastructure passive, donc les liaisons fibre noire. Ces liaisons fibre noire vont apparaître deux composantes. Il y a la mise en œuvre du service, mise en œuvre initiale, ce qu'on va appeler les FAS, frais d'accès au service. Donc, c'est vraiment le raccordement des sites. Selon la zone géographique, notamment en zone non urbaine, il est possible que cette prestation nécessite un minimum de génie civil de la part du fournisseur de fibres. Donc un impact évidemment sur le coût à l'initialisation du projet. Et puis une fois que cette infrastructure fibre noire est mise en œuvre, il y a, comme tu le disais, il y a un coût récurrent de location de la fibre. Le coût de location, la tarification de cette location, en fait, elle est directement liée à la longueur des liaisons optiques mises à disposition, à la durée de l'engagement. Et donc là, il existe différents mécanismes pour optimiser ces coûts, notamment au travers de la notion d'IRU, mais on n'a peut-être pas le temps de s'étendre présentement.
Au-delà de cet aspect infrastructure passive, il y a également l'infrastructure active, donc les équipements de multiplexage optique qu'on va mettre aux deux extrémités de la liaison fibre. Donc il y a évidemment dans l'approche de la construction d'un réseau opéré, l'acquisition de ces matériels ou la location éventuellement, donc ça peut être une approche CAPEX ou OPEX, et puis tous les coûts liés à leur mise en œuvre, à l'exploitation et au maintien en conditions opérationnelles de la solution. On peut également aller au-delà via une approche, une offre de services managés qui vont concerner soit l'infrastructure active exclusivement, mais qui peut être prolongée au niveau de l'infrastructure passive. Même si le fournisseur de fibres est une société tierce, un opérateur de fibres, peut-être que l'intégrateur en charge des services managés liés à la partie active peut servir également de guichet unique pour l'ouverture d'incidents à destination des fournisseurs de fibres. Et puis ce qu'il faut voir également, au-delà de cela, c'est les économies d'échelle qu'il est possible de faire avec une infrastructure DCI privée. À la base, il est question de louer une ou deux liaisons fibres noires. Le coût de location de ces fibres, il va être constant, quel que soit l'usage qui en est fait, quel que soit le nombre de longueurs d'onde qui est utilisé, quelle que soit la bande passante, le débit qui sont transportés au travers de cette infrastructure. Donc, ça offre de la visibilité, c'est constant. Ce qui va faire que les débits transportés vont être modifiés, étendus, etc., c'est uniquement en intervenant sur la capacité ou la configuration des équipements de multiplexage optique WDM d'extrémité. En aucun cas sur l'aspect location fibre. Nous l'avons illustré, je pense, sur la slide suivante. Ouais. Nicolas, voilà, parfait. Ici, ce que nous avons essayé d'illustrer, c'est les différentes briques qui vont participer à la construction d'un projet DCI privé. Donc, depuis une année 1 sur 5 ans. Et nous avons donc identifié les différentes composantes, les différents investissements qui vont être nécessaires à la mise en œuvre d'un tel projet. Donc une mise en œuvre initiale, où il va y avoir la mise en œuvre des liaisons fibres noires, mais également leur location dès la première année, les investissements liés à la partie active, WDM, la mise en œuvre de cette infrastructure active, et puis tous les coûts inhérents à l'exploitation, à la maintenance, maintien en conditions opérationnelles de cette infrastructure. Sur l'année 2, on va continuer à louer la fibre, bien évidemment, et les services d'exploitation de maintenance. Imaginons que sur l'année 3, il y ait des besoins d'extension, d'évolution de l'infrastructure. Ça va se faire potentiellement via le rajout de quelques interfaces côté matériel actif, WDM, leur mise en œuvre et probablement un surcoût lié à ces add-ons côté exploitation et maintenance. Et au cours des années 4 et 5, nous allons retrouver des coûts, je dirais, constants. On va comparer maintenant on va superposer là-dessus ce que seraient les coûts liés à une infrastructure DCI, cette fois-ci opérée. Donc on va observer un lissage des coûts sur la durée du projet, du marché. Ça va se traduire, comme illustré ici, c'est-à-dire un coût constant sur les premières et deuxièmes années, une augmentation du coût lié à l'extension de capacité sur l'année 3. Et évidemment, chacun de ces pavés, la proportion de ces pavés, elle va être directement liée aux attentes du client, associées à chaque besoin. Mais c'est un outil qui permet, dans le cadre d'une consultation, de comparer les différentes offres et de situer où sont les coûts, justement, en fonction des approches. Donc toutes les caractéristiques que tu viens de décrire, on va essayer de les illustrer à travers une étude de cas. Et donc, si tu peux passer au slide suivant, Nicolas, cette étude de cas, elle est tirée évidemment d'un exemple réel.
Et nous l'avons choisie parce qu'elle permet vraiment de comprendre le modèle que tu viens de présenter et de comparer la rentabilité de la mise en place d'un lien DCI privé avec donc un service opéré, externalisé chez un prestataire global de services. Alors, ce cas, on est sur une grande entreprise, hein, on est sur un lien à 100 gigas Ethernet. Donc, 100 gigabits Ethernet, on est sur des très grandes entreprises, mais comme on l'évoquait en introduction, aujourd'hui, avec le développement de l'hyperconvergence, ce type de besoin, on va les rencontrer très, très rapidement sur le marché, pas simplement pour les grandes entreprises. Ici, autre point important au niveau des hypothèses, on avait la chance d'être en région parisienne, donc une région bien pourvue en termes de fibres noires. Et là, cas particulier, au niveau des data centers, on est sur une distance de 12 km entre les data centers. C'est pas forcément la norme. Et tu pourras éventuellement l'évoquer, Jean-Yves, on est généralement sur des distances beaucoup plus importantes. Alors, dans ce cas précis, on était sur une paire de fibres uniques, non redondées, donc ça va à l'encontre du conseil que tu formulais tout à l'heure, Jean-Yves. Maintenant, il y a toujours la possibilité, dans le cadre d'une architecture, de pouvoir rénover et remettre en question l'infrastructure sous-jacente de façon à la renforcer. Donc, dans ce tableau, vous voyez à côté, ce qui est important, c'est de comprendre les trois indicateurs. Alors, l'indicateur bleu, les colonnes bleues, c'est le montant d'un service récurrent dans le cadre d'une offre opérée, donc externalisée. Les barres orange correspondent à les cash flows liés à l'investissement dans une liaison DCI privée. Alors, avant le premier trimestre de production nominale, un fort investissement qui est lié à l'achat et l'intégration de multiplexeurs optiques dans le cadre de la solution lien privé, qui grève fortement la comparaison et le différentiel entre le chiffre d'affaires et les économies qu'un lien privé DCI permet de faire par rapport à un lien opéré. Donc, sur ce premier trimestre, T0, on va dire, donc on a un cash flow qui est négatif. On ne génère pas d'économie avec une liaison privée, on est même avec un handicap de 80 000 euros. À partir du premier trimestre de production de la solution, eh bien, même si les colonnes sont faiblement positives, le cash flow est quand même positif au niveau d'une liaison privée, notamment parce que le coût d'exploitation, le coût récurrent lié au maintien en condition opérationnelle à l'exploitation d'un lien privé est largement inférieur au coût d'exploitation lié à un service opéré. Donc, vous voyez au cours des 4 premiers trimestres, petit à petit, la génération de cash flow positif en partant sur une solution lien privé. Un événement à la fin de la première année qui est l'extension de 100 gigabits supplémentaires au niveau du lien, réorganisation de l'entreprise, pandémie ou autre événement majeur qui explique la nécessité de renforcer absolument les liens d'interconnexion entre les data centers. Eh bien, en ayant bien conçu l'architecture lien privé dès le départ, en prenant des multiplexeurs avec suffisamment de capacité, en ayant intégré dans le contrat de service managé que tu décrivais tout à l'heure des prestations, pas simplement de maintenance corrective, mais également éventuellement de prestations de gestion évolutive, on a été en mesure de réduire les coûts récurrents suite à cet upgrade avec cette liaison privée, et on fait des économies substantielles par rapport à un service opéré. Donc, vous voyez, service opéré qui correspond à la colonne bleue à partir du Q5. Et donc, à partir du 5e trimestre, nous sommes en mesure de réaliser à chaque trimestre beaucoup plus d'économies en faisant ce lien privé. Et donc, autre indicateur qui est intéressant, le lien gris qui correspond au flux de trésorerie cumulé actualisé, donc négatif jusqu'au 9e trimestre lié à l'investissement initial qu'il s'agit entre guillemets de rembourser. Et bien à partir du 10e trimestre, eh bien l'investissement qui avait été fait sur un lien privé devient net et profitable pour une entreprise. Donc c'est un exemple. Différentes de ces composantes-là peuvent changer d'un dossier à l'autre.
mais cela nous permet de tirer un certain nombre de généralisations que Nicolas va vous présenter. Voilà, alors moi pour être vraiment très succinct, c'est-à-dire pour dire ah oui mais alors dans quel cas je suis moi? Est-ce que je serais plus rentable de passer par un lien opéré ou plus rentable de passer par un lien un lien de construction d'un DCI privé? Alors, grosso modo, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez une bande passante inférieure à 10 gigas, il vaut mieux passer par un service opéré, vous serez plus rentable. Si par contre vous commencez à dépasser ce lien de 10 gigas, d'accord, on peut commencer à se poser la question, alors là il faut vraiment étudier au cas par cas entre 10 et 100 gigas de bande passante, est-ce que je suis plus rentable via un lien un lien loué ou la construction d'un data center? Et par contre, si vous avez des besoins en bande passante qui dépassent le 100 gigabits Ethernet, nous aujourd'hui, toutes les études qu'on a montrent qu'on est systématiquement rentable. Voilà. Donc en fonction de cas où vous êtes, vous, actuellement sur vos data centers, vous pouvez vous poser la question de est-ce que je construis mon data center d'un point de vue économique, ma propre interconnexion de data center, ou est-ce que je passe par un lien opéré? Alors, nous pouvons généraliser les leçons tirées, et Nicolas et Jean-Yves, si l'on reprend des critères de décision qui peuvent nous aider quant au choix DCI privé versus DCI opéré. Alors, premier critère, si tu permets Jean-Yves, donc concernant la tolérance au risque. Les entreprises n'ont pas forcément la même appétence au risque. Évidemment, monter en place un projet DCI privé, eh bien, il y a un risque lié à la bonne fin de l'opération. Et c'est sûr qu'il faut accepter de prendre le risque de mener le projet et qu'une solution DCI opérée vous permet de déléguer la maîtrise du lien DCI et donc le risque à un tiers. Maintenant, lorsque vous avez un grand besoin en termes de sécurité et de contrôle sur ce qui se passe dans les échanges entre vos data centers, l'infrastructure DCI privée sera très clairement un avantage. Absolument. Bon, je pense qu'on est pris par le temps, donc on va essayer d'aller assez vite pour la suite. Il y a un deuxième élément qui est tout ce qui concerne l'évolutivité, les performances. Dans le cadre d'une infrastructure privée, donc elle est privée, elle est dédiée, vous avez la maîtrise des équipements, etc. Ce qui veut dire qu'en termes d'évolutivité de la solution, vous êtes totalement autonome. Dans un contexte de service DCI opéré, où en fait vous faites de la location de longueur d'onde en général, toute modification au niveau de l'infrastructure, donc des équipements actifs qui concernent cette infrastructure, ce sont des équipements qui sont mutualisés entre différents clients, entre guillemets. Donc tout changement est plus difficile en termes de mise en œuvre, parce qu'il y a plus de contraintes, etc. Donc il y a moins de latitude avec un service opéré. Concernant l'application de ces changements, donc la réactivité au service, sur une infrastructure DCI privée, c'est une infrastructure qui est maîtrisée par le client lui-même ou par l'intégrateur. Donc la mise en œuvre de changements mineurs, majeurs, ça va se faire en l'espace de quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines si ça demande un investissement complémentaire. Dans un contexte de service DCI privé, en fait, les demandes de changement, même mineures, ça va nécessiter des semaines des délais pour leur application. Et s'il y a un impact matériel, encore une fois parce que ces produits sont mutualisés entre différents clients, cette fois-ci, le délai de mise en œuvre, il va se compter en mois, en fait. Je t'en prie, vas-y. Au-delà, je t'en prie. Ok. Sur les aspects de financement, sur une infrastructure DCI privée, c'est clair que c'est un investissement au départ. C'est un investissement, et c'est un investissement qui va peut-être être étalé dans le temps. Si on peut déjà visualiser ce que peuvent être les évolutions à 2-3 ans, l'estimation des nouveaux besoins. Donc il faut là-dessus travailler sur des aspects d'amortissement. Et sur le dernier critère, ressources humaines, alors au-delà des critères habituels sur l'externalisation, ce qu'on peut mettre en avant, a-t-on une perspective moyen terme dans le cadre de l'investissement DCI, ou a-t-on une perspective très court terme, auquel cas, effectivement,
on a toujours la flexibilité de la solution d'externalisation. Voilà. Alors, je vois qu'on est pris par le temps, donc je vais aller directement à la conclusion. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Donc, partagez en fait ces informations avec vos équipes internes, échangez avec eux. Sachez que nous côté Nokia comme côté NXO, on est prêt à venir vous voir, vous rencontrer et à échanger sur vos différentes problématiques pour vous trouver en fait la meilleure solution. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous accompagner. Et une partie des aspects pour les retours d'expérience, comme disait Jean-Yves, et une partie des critères, des leçons tirées que nous n'avons pas pu vous présenter sont toujours disponibles au travers d'un livre blanc. Merci à tous. Merci à vous. Merci.